ces caniculaires, ces de sécheresse, d'incendie, un été malheureusement qui fait écho à tous ces étés, autour de canicule au Canada, les inondations en Belgique. Mais aujourd'hui, on nous dit, à laquelle le gouvernement est globalement impréparé. Est-ce une fatalité, Lisa? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si finalement on est juste à regarder par la France, est-ce qu'on a des solutions et lesquelles sont faites? Merci, bonjour à tous. Alors la question c'est comment on sauve le monde quand on est écologiste? C'est pas ça, c'est un peu large. Je voulais juste rappeler quelques chiffres pour qu'on les ait bien en tête. Cette année, depuis le 1er janvier, c'est 62 000 hectares de forêt qui ont brûlé en France. C'est 7 fois plus que la surface moyenne brûlée chaque année entre 2006 et 2021. 7 fois plus. C'est 20 000 hectares rien qu'en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je viens de Nouvelle-Aquitaine, rien qu'en ma région, 20 000 hectares. Alors, ok, c'est la plus grande de France, mais quand même, ça fait pas mal. Mais cet été, c'est aussi des canicules à répétition, inédites par leur précocité et leur fréquence. Alors, j'ai compté 3 ou 4 vagues, mais on va les compter un peu comme les vagues de Covid, je crois. Ça risque de se poursuivre. Enfin, moi, j'ai déjà chaud. Et puis, cette année, c'est aussi une sécheresse, elle aussi précoce. On a des alertes dans le département de la Vienne depuis décembre 2021 sur la sécheresse. Et puis, inédite par son ampleur, toute la France quasiment est concernée. Et certaines communes, vous le savez déjà, sont déjà approvisionnées par des citernes pour leur eau potable, puisque les captages ne produisent plus. Ne délivrent plus. C'est vrai, d'accord. Pas de pression. Alors même si on rigole, tout ça est un peu bouleversant. Enfin, je sais pas, moi je suis assez bouleversée de voir la France brûler. J'étais en vacances dans l'Aveyron, côté des gorges du Tarn. On a vu les forêts brûler. Et encore, c'était un petit feu. Et pourtant, on l'a dit, nous avions tout ça allait arriver. On le dit depuis des années, on le dit depuis 20 ans, 30 ans. Et rien n'a été fait, ou très peu. Alors je sais que d'autres vont taper sur le gouvernement, mais je vais quand même prendre mon tour pour le faire un tout petit peu, parce que notre président qui a eu une prise de conscience là, très récente, qu'est-ce qu'il nous propose là quand même pour la rentrée? Alors il nous a déjà proposé de faire un nouveau terminal méthanier, voilà, c'était avant sa prise de conscience, mais là pour la rentrée il nous propose de détricoter le droit de l'environnement. Bon, est-ce qu'on va dans le bon sens? C'est pas sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les écologistes, à l'Assemblée nationale? Parce que c'est quand même ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a déjà fait pour les femmes des questions du gouvernement, vous l'avez peut-être vu, on a déjà posé quelques questions sur l'impréparation du gouvernement. Il me semble que Sandrine a posé une question au ministre Béchu, mais qu'allez-vous faire pour la canicule? On n'a pas de réponse. On a posé des questions sur les feux de forêt. Donc, on peut être l'aiguillon qui titille, mais est-ce que ça suffit? Pas sûr. Mais on peut aussi faire un travail de fond. Moi, je suis vice-présidente de la commission de développement durable et aménagement du territoire, et c'est là qu'on va faire le travail. C'est pas que là, c'est dans toutes les commissions, mais c'est en partie là. Cyrielle l'a évoqué, on a parlé d'un paquet sur les limites planétaires, même si vous voulez en savoir plus, petit teaser, on fait un atelier cet après-midi pour développer ce sujet. Mais on va travailler sur la sobriété, sur l'eau, sur l'adaptation au changement climatique. La sobriété, c'est le sujet de rentrée, mais on ne va pas se contenter de dire qu'il faut fermer les portes des magasins climatisés. Et puis, petit exemple, parce que concrètement, où est-ce qu'on peut aller? Je vais faire un petit tribute à Eva. En 2015, on a une loi qui est passée, qui est la loi SAS, qui obligeait à prendre en compte les nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Cette loi, elle n'est plus appliquée. Notre rôle sera de la remettre sur la table et de l'enrichir afin qu'elle soit appliquée à tous les échelons. Nous allons exiger qu'elle soit appliquée et nous allons l'enrichir avec des indicateurs permettant d'évaluer l'impact de chacune de nos politiques publiques à tous les échelons, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les impacts sur le vivant, sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Parce qu'on ne peut plus prendre des décisions qui vont à l'encontre ou qui dégradent notre vulnérabilité au changement climatique et qui dégradent nos écosystèmes. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Et d'ailleurs, je vais terminer par un appel. Si vous voulez travailler avec nous sur ces sujets-là, s'il y a des experts de l'évaluation des politiques publiques, s'il y a des experts des impacts, d'évaluation des impacts sur la vulnérabilité des territoires, sur la vulnérabilité des effets du changement climatique, et bien venez travailler ensemble. Nous y
soutenons les uns les autres et nous porterons ce travail au sein de l'Assemblée nationale. Donc, Isabelle, effectivement, il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une révélation. C'est-à-dire, le gouvernement se dit, tiens, en fait, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une question écologique. Aurélien, à ton avis, est-ce qu'enfin, après 5 ans, de retard et d'inaction, Macron va enfin mettre en place de nouvelles égalités? Spoiler, non. Mais on va essayer de détailler un petit peu pourquoi. On va d'abord un petit mot, je suis très content d'intervenir pour la première fois dans des journées d'écologistes. L'année dernière, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur d'intervenir devant vous. Et ici, dire à mes collègues que je suis très content de siéger avec eux, parce que je crois que c'est ouvert pour ton âge, je vois devant. Sous le mandat précédent, on s'est senti bien seul. On s'est senti bien seul parce qu'on avait peut-être lié, mais avec quelques députés écologistes sous le mandat précédent, on a eu un groupe, pas très longtemps, mais on a eu un groupe. Peu de victoire, bien le reconnaître. Donc c'était grand temps que l'Europe Écologie fasse les Verts fassent son grand retour à l'Assemblée. Donc très heureux d'être avec vous chaque collègue. Sur l'action climatique du gouvernement, on aurait beaucoup à dire, mais ça ne peut pas être trop long quand même. Effectivement, comme on était sur le vote depuis quelques années maintenant, on a eu le droit à notre collègue de en 2017, et ça s'est traduit par quasiment rien. Il avait promis, Macron a intervenu au glyphosate de 3 ans en 2017. Ça n'a pas été fait. Il est revenu sur les pesticides sur l'abeille, il a réautorisé. Il avait promis de finalement fermer toutes les centrales à charbon avant la fin de son mandat. Il est en train d'en réouvrir. Et si on regarde un petit peu la trajectoire des subventions, par exemple, aux énergies fossiles par rapport aux renouvelables, eh bien, ça n'a fait qu'augmenter pendant les dernières années. Donc, on pouvait se dire peut-être qu'après avoir été condamné 2 fois par la justice pour l'inaction climatique suite aux actions de l'IPA, les écologistes, bravo au Marie pour l'affaire du siècle, bravo à Donald la grande sainte, a mené le combat aussi pour que l'État soit condamné. Il avait peut-être réagi. Il a commencé à combattre présidentiel, il a parlé de planification écologique, rappelez-vous, il y a tout un tas de choses à ce moment-là. Mais pourtant, ce qu'on constate depuis 3-4 mois qu'on est à l'Assemblée, le retour à l'Assemblée, c'est plutôt recul sur recul. Il y a eu des propositions de fait dans le projet de loi de pouvoir d'achat, dans le projet de loi de finances rectificative. On a proposé la baisse de la TVA à 5,5 sur les billets de train, on a proposé la baisse de la TVA à 5,5 sur les produits biologiques, on a proposé toute une série de mesures comme ça. Tout a été rejeté. Tout a été rejeté, et en plus, vous avez dit à l'instant, ils ont utilisé finalement le fait qu'il y ait cette terrible guerre en Ukraine, et le discours de Daniel tout à l'heure de l'a rappelé, pour justifier des choses injustifiables, réouvrir un métallier, faire venir du gaz de schiste des États-Unis. Voilà donc que maintenant, Emmanuel Macron, après tout ça, nous parle effectivement de sa prise de conscience, nous parle de la fin de l'abondance. Mais la fin de l'abondance pour qui en fait? Parce que moi, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je ne vois pas beaucoup de gens qui vivent dans l'abondance, et j'imagine que dans la plupart de nos territoires, c'est pareil. Et pourtant, ceux qui pourraient peut-être faire un effort, ceux pour qui peut-être on pourrait parler d'abondance, Emmanuel Macron et sa majorité, ils ont refusé que par exemple on taxe les super profits de Total. Ils ont refusé qu'on ait une fiscalité plus juste, plus redistributive, qui aurait permis aussi de réinvestir dans les énergies renouvelables, de réinvestir dans la transition écologique. Bref, ils refusent tout ce qui permettrait de dire qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on va arrêter l'abondance pour ceux qui sont vraiment dans l'abondance. Et on va voir si à la rentrée, et j'ai pu comprendre lors du Conseil des ministres que ce ne serait pas le cas, si par exemple on pourrait avoir une première belle victoire, un premier beau symbole pour la fin de l'abondance avec l'interdiction des dirigeants privés, mon cher Julien. Mais je crains que ce soit un petit peu difficile, donc voilà, il y aurait, je vous dis, énormément à dire. Je crois que ça va être beaucoup plus long. On a vu à quel point finalement il n'y aurait pas de victoire écologique sans écologistes au gouvernement, sans un groupe écologiste fort à l'Assemblée. Vous pouvez compter sur nous pour essayer de rectifier un peu le tir sous ce mandat-là. Et puis bien sûr, la prochaine fois, il faudra qu'on soit à la place pour faire vraiment tout ce qu'il y a à faire en matière écologique. Merci à tous. Effectivement, parfaite transition. Comprendre l'actualité, c'est la question de tout ces défis qui ont. Alors, on faisait tous des efforts qui se sont dit, voilà, les efforts,
enfin on devait faire des plus. Et donc on a un député, une qui a proposé l'interdiction des jets privés. Merci beaucoup. Bon, j'espère ne pas avoir à vous convaincre de pourquoi c'est nécessaire, urgent, pertinent, crucial d'interdire les jets privés. En vrai, ça fait partie d'une discussion plus large qu'on a eu d'ailleurs avec Aurélien Taché sur les sites ostentatoires de pollution. Les golfs privés arrosés en font partie. Si vous n'avez pas signé la pétition interdisant les jets privés.fr, sortez vos téléphones, ne l'écoutez pas, signez. Je voudrais insister sur deux points. Le point que ça met en lumière, parce que vraiment j'espère ne pas avoir à convaincre. S'il y a besoin, vous levez la main et on en parle après. Mais vous avez peut-être vu que ça enfonce un point dans une animité du gouvernement. Il y a le ministre des Transports qui est évidemment concerné, Clément Beaune, et il se trouve que c'est mon voisin, quand il n'est pas ministre, il est député. C'est le député de la 7e circonscription de Paris. Je devrais être avec lui aujourd'hui pour la commémoration de la libération de Paris, et évidemment je suis ici avec vous. Et donc, il a eu le courage, on peut dire ça quand même, le courage de proposer une régulation. C'est certainement pas suffisant, mais rien que le fait de proposer une régulation, alors que si vous vous souvenez, en juillet, on nous parlait de sobriété, un des mots que vous utilisez en Tramiche, passer comme ça de l'état public. Rien que le fait de proposer la régulation, alors même qu'il nous parlait de couper Wi-Fi, eh bien, ça a été balayé dans le gouvernement de manière assez brutale par Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement. Et qui lui disait non, on va pas siffler, mais c'est fascinant de les prendre à revers avec une simple proposition. Voilà. Et vous avez peut-être vu même le ministre de tutelle de Clément Beaune, donc ministre de l'écologie. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on a été soulagés, on a appris qu'il était vivant. Puisqu'il a voulu se dire qu'il ne fallait pas évidemment bouger sur quoi que ce soit. C'est important au-delà du fond, évidemment, et j'espère ne pas avoir au point, c'est important de travailler comme ça pour insister sur les points qui font mal, parce que quand on demande des efforts à l'ensemble de la population, aux terriens, l'ensemble des terriens sont sous contrainte. Évidemment, on ne peut pas embarquer sur une transition si elle n'est pas juste et si les efforts ne sont pas partagés. Si les super pollueurs, les super riches bénéficient de super dérogations, on ne pourra pas s'en sortir. Deuxième point, et il fait très court, mais ça semble vraiment essentiel, quand je disais interpellez-nous, embarquez-nous dans vos luttes et autres, c'est la diversité des tactiques. On peut saluer, je crois, le moment conduit maire de Poitiers pour avoir lancé le sujet des aérodromes, de l'aviation de loisirs ou des caprices. Rendez-vous compte ce qu'elle s'était pris sur la figure à l'époque, des dispositifs de la Ensuite, il y avait eu bien sûr une question citoyenne, Alternativa, Greenpeace, qui s'était introduit sur l'aéroport de Roissy pour dénoncer le terminal 4, le T4. C'est la désobéissance civile et c'est aussi comme ça qu'on avance. La mobilisation dans les institutions, l'action de la désobéissance civile. Une citoyenne à Rivoto a lancé une pétition à l'époque, c'est aussi une manière d'avancer. Et ce travail se poursuit par la mobilisation des chercheurs, des chercheuses sur les carburants de synthèse, sur la sobriété, sur la réduction de la nécessité de ces vols. Et ça se poursuit évidemment à l'Assemblée, au Sénat. Au Sénat, ça n'a pas été vu, mais sur le pouvoir d'achat, les sénateurs et les sénatrices avaient proposé l'interdiction des jets privés en disant quand c'est pollué, les enfants sont confinés à l'école, pourquoi les jets peuvent décoller. Et ça se poursuit aussi au Parlement européen, puisque Karim Adeli, à la Commission des Transports, travaille aussi sur le sujet, parce que évidemment c'est le vol, l'espace aérien français, c'est un espace aérien européen. Et c'est cette diversité des tactiques, je crois, qui permet d'avancer, de faire du judo avec un gouvernement et compter sur la mobilisation, toute la gamme des mobilisations, des pétitions à la désobéissance civile, en passant par l'action dans l'institution, toutes les institutions. Malheureusement, l'actualité de l'été, c'est ça, le pouvoir d'achat avec l'inflation, qui sera sans doute de nouveau l'actualité de la rentrée, parce que, a priori, rien n'a changé que tenant le contenu de la loi qui avait été proposée. Et Sandrine était notre chef de file de ce premier texte majeur du jour-là. C'est elle qui a porté et coordonné le travail de notre groupe sur ce texte. Donc, est-ce que Sandrine, tu peux un peu nous raconter le combat qu'on a mené et un peu le contenu de ce texte? Alors, le contenu du texte, c'est simple, hein, c'est que
On nous a vendu une loi pouvoir d'achat et en fait il n'y a ni pouvoir d'achat, par contre il y a du carbone, on en a beaucoup. Alors quelle n'a pas été notre surprise de voir que dans une loi pouvoir d'achat il y avait un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste américain. Quelle n'a pas été notre surprise de voir que dans la loi pouvoir d'achat il y avait la possibilité de rouvrir les centrales à charbon. Mais quelle n'a pas aussi été notre surprise de voir que dans la loi pouvoir d'achat, il y avait une augmentation des minima sociaux qui était inférieure à l'inflation, c'est-à-dire les personnes qui ont le moins en France, les personnes qui sont en survie quotidienne, eh bien, ont rechigné à leur donner 1, 2, 3% de plus d'augmentation. Et je voudrais vous parler de ça, moi, c'est que je voudrais vous parler de cette espèce de décalage incroyable qu'il y avait entre les débats qui se déroulaient au sein de l'hémicycle et ce qui se passait à l'extérieur. Cette loi pouvoir d'achat, on l'a discutée, votée de nombreuses heures. Et au moment où on l'a discutée, eh bien, il y avait les premières canicules. Et donc, on savait que quand il y avait des canicules qui succédaient à des temps de sécheresse très longs comme dans le sud, eh bien, ça finirait en incendie. Et nous, pendant ce temps-là, on discutait du terminal méthanier. On était en situation de canicule et on ne s'occupait pas tellement des enfants, des familles qui restaient à l'intérieur de leurs appartements, de leurs maisons si mal isolées qu'ils étouffaient. Et nous, on votait une augmentation des minima sociaux qui est inférieure à l'inflation. On ne s'occupait pas tellement non plus de ces logements dans lesquels, je vous disais, on étouffait, mais surtout, on n'avait aucun moyen de rénover, puisque ce sont des appartements en location, ce sont des appartements ou des maisons que l'on ne possède pas. Et bien, tout ce que l'on a présenté là-dessus a été refusé. L'isolation thermique des logements, faisant en sorte qu'on n'ait plus de facture de gaz et d'électricité, qu'on en ait une beaucoup plus faible. Et bien, tout cela a été refusé. C'était aussi le moment où on commençait à voir dans la population eh bien, les premières expulsions de logements, puisque les personnes en sortant de la période Covid avaient accumulé des dettes de loyer. On a proposé l'élimination des dettes de loyer et la suppression des expulsions pendant la période estivale. Tout cela a été refusé. Par contre, il y a des choses qui sont passées dans cette loi. Et ce qui est passé, par exemple, je donne un exemple du cynisme dans lequel nous étions, c'est qu'il est prévu dans la loi pouvoir d'achat que l'on puisse réquisitionner des réserves de gaz et de pétrole si on en manquait cet hiver. Et il est prévu dans cette loi que dans ces cas-là, on indemniserait les entreprises à hauteur du coût auquel elles auraient pu le vendre. Nous avons proposé une chose toute simple, qui était que l'État n'indemnise pas les actionnaires de ces entreprises-là. C'est-à-dire que quand on réquisitionnait des litres et des tonnes de pétrole, eh bien, on ne rémunère pas les actionnaires de Total. Eh bien, cela, ça a été considéré comme trop gauchiste et ça n'a jamais été accepté. Alors, la révélation, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu, je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu. Peut-être que son jet ski est tombé en panne, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, là, il était quand même urgent de regarder la chose parce qu'il y a eu une violence dans ces débats-là à l'Assemblée nationale qui était absolument incroyable. Pendant que les gens crevaient de faim, pendant qu'ils n'arrivaient pas à manger, pendant qu'ils crevaient de chaud dans leurs appartements, pendant que 40% de la population n'arrivait pas à partir en vacances, nous, ce que l'on faisait, c'est qu'on disait non à la diminution du prix des billets de train, non à la diminution des transports en commun, non à l'isolation des logements, non à la non-rémunération des actionnaires, non à la taxe sur les super-profits, non à la réquisition des logements vides. Tout cela a été refusé et c'est la honte. La loi sur le pouvoir d'achat, en faisant le discours d'introduction sur la position qu'elle a découverte sur toute l'étude de la loi pouvoir d'achat, j'avais dit à Bruno Le Maire qu'il continuait de manière aveugle dans un modèle de croissance extractiviste qui nous menait dans le mur. Il nous a répondu que l'apocalypse n'était pas un projet politique, et on l'a vu tout l'été, l'apocalypse, c'est eux. Donc après tout ce dont on vient de parler, il y a quand même une mesure qui fait l'actualité, c'est le retour de la double peine. C'est la mesure que Darmanin a jugé très utile à la fin de cet été de présenter.
On nous promet aussi une nouvelle loi sur l'immigration ou un débat à l'Assemblée nationale. Sandra, le gouvernement ne chercherait-il pas un commissaire? Pour répondre à ta question, je vais à la fois revenir un peu en arrière sur le contexte qui est le nôtre, si vous l'avez déjà évoqué, et puis vous parler de cette loi immigration qui arrive, qui est, je peux le décrire d'une façon, mais qui est quand même le énième cadeau à l'extrême droite de ce gouvernement. Ce qui se passe depuis qu'on siège à l'Assemblée nationale, on l'a évoqué, donc on peut insister dessus, c'est qu'en tapis rouge, j'ai déroulé à l'extrême droite en France pour la première fois de l'histoire de cette 5e République. Ce sont des postes régaliens, des postes au plus haut sommet de l'État. La vice-présidente de l'Assemblée nationale qui fait que l'extrême droite, par deux de ces personnes, dirige nos débats. C'est siéger à la Cour de justice de la République. C'est siéger dans les commissions de renseignement là où circulent les infos les plus capitales. Et ça, c'est par choix politique de ce gouvernement, rien n'obligé à donner ses places à l'extrême droite. Et ce qu'on nous dit, quand on rappelle au devoir républicain, quand on rappelle le fait qu'il y a une constitution, quand on rappelle le fait qu'il y a des combats essentiels qui ont constitué la France, et que notre devoir d'écologiste, notre devoir de député de la nation française, c'est de se battre contre la montée de l'extrême droite, on nous répond, ah oui, ils ont été élus, c'est en 89. Donc on applique la proportionnelle dans tout ce qu'on fait. On a laissé tomber la politique. Ils ont laissé tomber la politique, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire le devoir, pour appliquer la proportionnelle. Et on retrouve ça dans la proposition, dans les propositions, j'ai envie de dire, avec de grands guillemets, j'allais dire Eric Ciotti, parce que c'est une vieille proposition de 2011 que Gérald Darmanin reprend aujourd'hui. On retrouve la même logique. Ce gouvernement ne fait pas de la politique, il fait de la communication. Ce ministre de l'Intérieur, en proposant ces lois, ne fait pas de la politique, ne cherche pas à améliorer la vie des concitoyennes et des concitoyens, il fait de la communication. Il propose de réduire les files d'attente devant les préfectures des gens qui n'ont pas leur papier, qui ont besoin d'avancer, parce que ce n'est pas joli dans l'espace public. Il propose de dématérialiser l'accès aux démarches à des gens qui ne parlent pas vraiment notre langue, qui sont en difficulté, qui ont fui des persécutions. On peut parler des Ukrainiens aujourd'hui, qu'on salue et qu'on soutient, ce sont aussi les Ukrainiens qui font la queue devant les préfectures et que Gérald Darmanin va renvoyer derrière un ordinateur. C'est de la communication, pas de l'action. Ça n'empêche pas des gens de devoir faire ces démarches. Et au contraire, ça les repousse encore plus loin, et nous encore plus loin de notre devoir d'humanité. C'est contre tout ça qu'on s'est présenté il y a quelques mois. C'est contre tout ça aussi qu'on se bat au quotidien. Et je vous dis très tranquillement, parce qu'on est préparé, cette rentrée politique, elle va être une boucherie. Cette loi immigration est un cadeau qui permet de désigner, comme l'a rappelé hier en introduction, des boucs émissaires. Des boucs émissaires qui sont décidés sur leur naissance, leur culture, leur peau, la religion dont ils ont hérité. C'est la France qui sont en train de décider. Donc non, c'est pas juste un gouvernement qui n'agit pas, c'est pas juste un gouvernement qui prononce, c'est pas juste un gouvernement qui recule par défaut, c'est un gouvernement qui choisit, avec sa coalition présidentielle, de nous faire retourner à ce qu'ils aiment bien dire de nous, à savoir la bougie. Mais la bougie intellectuelle, celle où on a peur de l'autre, celle où persécuter permet d'empêcher de réfléchir. Parce que c'est vrai que s'il y a des boucs émissaires, eh bien, on ne réfléchit pas aux prochains super-feux qui seront là l'été prochain, qui font que d'autres gens perdent leur maison. On ne réfléchit pas aux moyens d'action. On ne réfléchit pas au fait qu'on vient de voter une loi pouvoir d'achat, entre guillemets, qui fait qu'à cette rentrée-là, les gens ont encore moins d'argent qu'à la précédente, alors qu'elle était censée l'empêcher. Et donc tout ça, c'est bien pratique et ça va se synthétiser dans cette loi immigration. Alors Julien le disait, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Parce que cette pression sur la société, nous, écolos, on a une capacité de la mettre. On l'a toujours fait, aussi petit qu'on soit, on a toujours su être le grain de sable qui empêchait une société libérale, productiviste, de continuer à couler comme elle voulait.
parce qu'elle m'a coulé à partir de cette rentrée si on n'agit pas, et ça tombe bien, on n'a jamais été aussi nombreuses et nombreux à l'Assemblée. Donc venez, mobilisez dans vos villes, dans vos villages, dans vos campagnes. Eux ne se privent pas. Là, effectivement, Jeanne Darmanin fait le tour pour expliquer qu'à Mayotte, c'est là où on a commencé à faire ce que les Américains ont fait il y a quelques années, des teen bootcamp, c'est-à-dire rééduquer, ce sont les mots du ministre, des enfants par l'usage du militaire. Il se trouve qu'on a pléthore d'études sur l'inefficacité totale de ces systèmes, le coût pour la société et l'incohérence qu'il y a à dire. Vous voyez les représentants de l'ordre, l'armée, la police, et bien ce sont vos ennemis, ce sont ceux qui vont vous rééduquer. On sait déjà ça depuis les années 80-90, mais bon, Gérald Darmanin, c'est normal. Et je vais finir pour la bonne bouche parce que c'est juste tellement risible que c'en est presque drôle. Ce matin, notre ministre de l'Intérieur a expliqué que face à un véritable fléau, qui est celui du crack qui débarque dans nos rues, qui continue à se répandre dans nos rues, il allait lui-même, in tuta personae, aller en Afrique de l'Ouest pour arrêter le trafic de crack. Voilà la 5e République en fin de vie. C'est quand des hommes pensent qu'ils incarnent, je sais pas, Superman. Il y a des milliers de policiers qui œuvrent chaque jour à traquer l'argent de la drogue, à faire en sorte qu'on arrête de blanchir. Il y a des écologistes qui ont proposé plein de solutions pour travailler là-dessus. Et bien ça tombe bien, alors en France, à recharger et en forme pour affronter vraiment les problèmes, sortir de la communication et être dans l'action républicaine pour instaurer la liberté, l'égalité, la fraternité qui se bafouent tous les jours dans notre enceinte. Alors, on continue cette petite table ronde. Je sais que vous avez plein de questions. Rappelez-vous qu'il y a un pot juste après. Tenez bon. Dans cette arrivée à l'Assemblée, il y a une jeunesse, un renouvellement qui est visible sur les bancs de l'Assemblée et qui est visible à ma droite avec Marie Boucher de la Drôme. Il y a combien de mètres on a 240. 240, voilà. Mais là, tu ne voulais pas tellement nous parler de la Drôme, de la Lavance, mais de comment la génération climat, qui est directement impactée par tout ce qui se passe, prend ses marques à l'Assemblée et pèse sur le projet. Merci beaucoup, et je suis effectivement en train encore d'apprendre le nom de l'ensemble des communes de la circonscription, parce que c'est assez immense et vous êtes bienvenus. Non, mais je voulais revenir effectivement sur la génération climat. Alors je vais faire un propos qui est plutôt général, qui est plutôt écrit. Mon discours, je suis un peu moins à l'aise que d'autres dans les prises de parole publiques. Bravo! On nous a souvent dit, dans un sourire compatissant et complaisant, à nous, jeunes, ici en France, mais aussi partout en Europe, mobilisés sur les enjeux environnementaux, c'était « vous êtes l'avenir ». On nous a regardés avec sympathie, on a tué nos utopies et notre radicalité par le dénigrement des idéaux de jeunesse et un certain pragmatisme institué en dogme. Ici, dans cette salle, et c'est une grande émotion que de les connaître, que de militer à leur côté et que de prendre le chemin qu'ils et elles ont tracé, ces utopistes sont nombreuses et nombreux. Défenseurs du vivant, ils ont alerté sur les sécheresses à venir, ils ont monté les ZAD et arraché... Pardonnez-moi. Et arraché les OGM, c'était facile, pour défendre un autre monde possible. Ils ont été la nature qui se défend face au dogme de la croissance infinie et d'un bonheur qui s'achète. À leur suite, nous sommes la génération qui, depuis l'échec abyssal de Copenhague, a crié la nécessité d'agir immédiatement et impérativement pour sortir des énergies fossiles. Nous sommes la génération qui a bloqué les escalatrices dans le mine de charbon, qui a fauché les chaises des banques, qui a dénoncé dans les marchés climat la mainmise des lobbies au ministère de la Transition écologique, qui a manifesté avec les Gilets jaunes l'injustice d'une transition qui ne reposerait que sur les plus précaires, qui a initié aussi la plus grande mobilisation en ligne de l'histoire et une victoire juridique sans précédent avec l'affaire du siècle. Nous sommes de cette génération qui se lève dans les rues et devant les tribunaux pour exiger la justice.
Celle qui mène la bataille du XXIe siècle, des pollués face aux pollueurs. Celle qui désobéit, parce que l'ordre établi est en fait un sacré bordel, qui ne mène qu'au désordre et à la fin du monde, qui bouscule la hiérarchie des normes, qui fait sienne l'état de nécessité face à une inaction climatique illégale et criminelle. Celle qui n'accepte plus que Total fasse 10 milliards d'euros de profit en 6 mois sur la mort d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens. Nous sommes l'avenir, nous disait-on. Oui, nous sommes l'avenir, mais nous sommes surtout le présent. Nous sommes la dernière génération à pouvoir tout changer et à devoir tout changer. Nous sommes le présent, car la génération climat arrive aux responsabilités. Cet été, nous avons réintégré l'Assemblée nationale en formant un groupe qui est un des plus jeunes et un des plus féminisés, voire le plus féminisé de l'histoire. Un groupe de 23 députés de combat, dans un intergroupe NUPES soudé sur l'urgence sociale et environnementale, et en lien avec les parlementaires au Sénat, mais aussi au Parlement européen, et les majorités écolos dans les collectivités. N'oublions pas d'où nous venons quand nous menons dans ces assemblées toutes les batailles auxquelles nous devons faire face en ce début de siècle, qui prend des figures de fin du monde. Nous ne pouvons pas pour autant nous voiler la face. Les défis sont immenses, mes collègues l'ont bien dit. Nous sommes encore bien trop peu nombreux. De la sobriété subie au profit de quelques-uns. Ah, je fais que simple papier. J'ai hésité. De la sobriété subie au profit de quelques-uns, des pénuries non anticipées, de l'accaparement des ressources, des milliards des industriels fossiles qui s'extirpent de leurs responsabilités sociétales et climatiques. Mais le nombre, nous l'avons, et je vais terminer là-dessus, de l'injustice criante que révèle cette abondance qui d'un coup prendrait fin quand pas grand monde ne l'avait vu débuter. Le nombre, nous l'avons, de celles et ceux qui bâtissent des solidarités concrètes face au manquement de l'État, de ces paysans qui tentent de sortir de l'étau des aides à l'hectare pour produire autrement, de ces milliers de personnes qui peu à peu quittent leur boulot pour redonner du sens à leur vie. Nous l'avons de celles et ceux qui luttent contre les colosses au pied d'argile, les méga-projets destructeurs de vivants partout sur les territoires. Le nombre, nous l'avons dans l'angoisse partagée par ces 3/4 des jeunes qui souffrent aujourd'hui légitimement d'éco-anxiété. À nous de tendre la main, à nous d'être de tous les terrains, de tous les combats, en allant toujours là où personne d'autre ne va. À nous aussi d'être en conquête de ces territoires moins urbains, de celles et ceux que nous n'incarnons pas encore, mais aussi à la conquête de nouveaux droits, comme ceux du vivant, seule garantie de nos droits fondamentaux présents et à venir. Et à nous, enfin, d'écouter et de convaincre. À nous d'aller chercher celles et ceux qui sont les plus éloignés de nous, pour former les majorités politiques et les victoires dont nous et le vivant avons cruellement besoin. Nous sommes celles et ceux que nous attendions et nous ne lâcherons rien. Oui. Sans transition, on passe à un autre local de l'État qui s'est présenté tout à l'heure, Jérémy Yordanov, qui connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée, il connaît bien les aspects politiques. Jusqu'à peu, il était secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts et a contribué aux différentes réussites de ce mandat. Je disais que tu connais bien l'Assemblée, tu es à la commission des lois, et par rapport à toutes les mandatures qu'on a pu avoir, outre le fait qu'il y a 23 députés de talent écologistes, c'est la première information sur cette mandature. La deuxième information importante, c'est qu'il n'y a pas de majorité automatique. Et ça change vraiment la donne. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport aux mandatures précédentes, où il y avait des majors assez larges, 300, 350 euros. Merci Julien. Bonjour tout le monde. Alors déjà, c'est le bordel. C'est un grand théâtre. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ça rend le théâtre encore plus compliqué et plus intéressant. Il y a un fait assez important en fait, dans la Ve République jusqu'à maintenant. En tout cas, depuis l'inversion du calendrier, à chaque fois que les règles de majorité avec qui il pouvait demander ce qu'il voulait, la majorité. Ça n'est plus le cas. Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, et parce qu'y compris dans son groupe, les gens sont en train de réfléchir à ce qui se passera après.
parce que Macron ne pourra pas se représenter. Et en fait, il ne maîtrise pas, y compris son groupe, à l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée, qui n'était pas sa candidate favorite à lui. Et on voit dans les commissions, je pense à la commission Sacha-Houlier par exemple, qui n'est pas quelque chose qui émane du gouvernement. Je pense que sur le droit de vote des étrangers, je pense qu'il y a... Pour expliquer, Sacha Houlier, président de la commission des lois, député REL, a formulé la proposition du droit de vote des étrangers, évidemment, mais qui n'est pas encore déposée. Qui n'est pas déposée, et je pense qu'il envoie par là un signal politique, attention, on n'est pas forcément d'accord avec la ligne du gouvernement, c'est un fait nouveau. Nous, on a toujours prôné la proportionnelle pour les élections législatives. Le résultat du proportionnel, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes politiques, alors pour les différents ne conviennent pas, mais en tout cas sur le fonctionnement, ça veut dire que la décision politique se déplace de l'Élysée finalement à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je parle aussi du Sénat, évidemment, qui va peser beaucoup. Je pense que la droite va peser beaucoup plus dans le Sénat. Et c'est aussi pour ça que sur les premières lois, ils ont besoin de la droite pour faire passer les votes. Je pense que nous, les écologistes, on est attendus sur la question démocratique et il faut qu'on se serve de cette nouvelle configuration politique pour peser. Et je pense qu'il faut avancer aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut faire des propositions sur la proportionnelle. Et moi, j'ai envie d'en faire sur le deuxième, c'est déconnecter les législatives de la présidentielle. C'est ça qui va enfermer Je pense qu'il y a des changements profonds de la scène politique qu'il faut enclencher maintenant. On l'a vu dans la campagne électorale, il y a, et dans les précédentes élections, il y a une défiance terrible par rapport au gouvernement, à la classe politique, au système électoral, etc. Si dans ce mandat, on n'arrive pas à réformer les institutions, à faire des propositions suffisamment propres dans ce sens-là, la crainte que j'ai, en fait, c'est que la poussée de la droite et en fait de l'extrême droite, parce qu'un jour on a un accident démocratique, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un deuxième tour de la présidentielle et que derrière il y ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut absolument sortir de ce système-là avant la fin du quinquennat. Il faut trouver une majorité pour changer les institutions. À ta droite, Marie-Charlotte Cardon, députée de Londres. Alors, on connaissait le terme éco-blanchiment, greenwashing, et puis il y a un terme qui s'appelle pinkwashing. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais surtout ici à Grenoble, on a créé le planning familial. Je pense que c'est important de démonter un petit peu une autre particularité de cette mandature qui démarre avec une femme première ministre et nouveauté, femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça fait pour autant une politique féministe? On a vraiment temps. Je vois aussi qu'il y a quelques lunettes de gaz dans la salle. Non, simplement vous dire qu'au-delà de ça, au-delà d'une présidente de l'Assemblée et d'une première ministre, moi j'ai appris une autre bonne nouvelle en juillet, c'est-à-dire que je siège à la délégation des droits des femmes, donc il y a des commissions permanentes, il y a des délégations. Et dans la délégation droits des femmes, en juillet, on en a appris, le député de la majorité m'a appris qu'on avait aussi Emmanuel Macron, premier féministe de France. Donc comment vous dire qu'avec mes collègues de la NUPES, on s'est un petit peu étouffés dans notre ambassade, on a eu un petit peu mal. Mais au-delà de ça, cette assemblée, c'est une assemblée où la parité a reculé. C'est une assemblée où quand les femmes s'expriment et s'énervent parce qu'on a aussi le droit à la colère, au sein de l'hémicycle, on nous explique en fait qu'il faudrait prendre une tisane. Tout va bien. Et c'est aussi une assemblée où on nous dit que nos voix sont trop aiguës. Et en fait, ce ne sont pas des voix qui sont trop aiguës pour les micros, ce sont les micros qui sont réglés pour les hommes, et c'est cette assemblée et cette institution qui en fait a été faite par et pour les hommes, et ça, j'aimerais aussi vous poser la question, est-ce que finalement on est dans une société féministe quand on craint encore de se déplacer dans l'espace public et de se faire agresser? Je crois pas. Est-ce qu'on est dans une société féministe quand on met plus de 5 ans à déconjugaliser la hache, où c'est aussi un sujet d'autonomie pour les femmes en situation de handicap? Je ne crois pas non plus.
Est-ce qu'on est dans une société féministe quand on est incapable d'agir pour protéger le droit à l'IVG de manière rapide, claire et efficace, sans faire le jeu de sombre histoire institutionnelle? Je ne crois pas. Ce que je veux vous dire ici, c'est que finalement, on ne peut pas être dans une société féministe quand il y a eu la crise Covid, ce sont les femmes qui ont subi de plein fouet en fait les conséquences et qui ont aussi tenu, on va dire, les premières lignes de manière la plus forte, la plus efficace, et qui n'ont pas finalement été saluées, remerciées par ce gouvernement. Et parce qu'on est écologiste et qu'on a un prisme aussi résolument écoféministe, moi j'aimerais rappeler que les conséquences du réchauffement climatique, ce sont aussi les femmes qui en subissent les conséquences de manière disproportionnée. Et quand on est féministe, j'ai envie de dire qu'on a cette approche où on essaie de prendre en compte un petit peu tout le monde, parce que là je parle de la grande catégorie femmes, mais en fait les féministes c'est aussi inclure les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, et j'en passe, et c'est dans ça la politique que nous on a envie de mener écologiste, c'est de se dire qu'on va systématiquement considérer la personne la plus vulnérable et faire une politique publique qui élève la personne la plus vulnérable pour être le plus ambitieux possible. J'aimerais aussi vous dire que tout cela n'est pas surprenant. Quand on a un gouvernement qui n'est pas exemplaire en son sein, il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas de politique publique féministe à la hauteur, puisque c'est bien ce qu'on dit qu'il faut avoir des politiques publiques féministes, et bien il faut mettre des féministes au pouvoir. Donc on a eu le cas de Mme Cailleux, on a eu le cas de M. Darmanin, et finalement, qu'est-ce qu'on constate avec tout ça? C'est qu'il y a des choix politiques qui ne sont absolument pas exemplaires, et qui nous renvoient à une inaction ou à une efficacité en termes d'égalité femmes-hommes et d'égalité en général. Et je vais vous parler d'un petit quelque chose qui s'est passé, j'ai eu l'occasion d'en parler, et je salue d'ailleurs la mobilisation des écologistes, notamment face à l'incident, on va dire, à la polémique au propos en fait, homophobe de Mme Cailleux. C'est les écologistes qui se sont mobilisés, et je vous remercie de notre politique de l'avoir fait. Moi, j'ai M. Darmanin qui est venu dans la circonscription. Qu'est-ce qui se passe quand en fait on a un homme qui est impliqué dans des affaires d'agression sexuelle, quand on a un homme qui a eu des propos ouvertement homophobes dans la circonscription? Bah en fait, c'est pas lui qui a mal au ventre. C'est moi, la jeune députée, qui est vraiment féministe, qui en a mal au ventre et qui ressent dans ses tripes le coup d'avoir en fait des dominants qui sont toxiques pour les minorités dans les espaces de pouvoir. Et ça, lui, il s'en fiche, quoi. Mais nous, en tout cas, les minorités, on ressent dans notre chair, et c'est extrêmement compliqué de faire comprendre ça à la majorité. Et de faire comprendre à la majorité que la politique, c'est aussi des symboles, et qu'il y a des symboles qui sont d'une violence extrême. Tout ça pour vous dire que le chantier est long, que je nous sais au travail, et que notre travail dans cette assemblée, nous écologistes, ça va être aussi de pointer systématiquement du doigt quand les choses ne sont pas faites ou elles sont faites et c'est insuffisant, pour aller vers ce qui est urgent et nécessaire de mettre en place. Et je sais que l'égalité, c'est un sujet qui sera porté collectivement par l'ensemble des membres de ce groupe, et je vous remercie déjà pour le travail qu'on va engager collectivement pour les 5 prochaines années à venir. Je vous remercie. Une des particularités de cette mandature, c'est 89, 90, 91 députés fachos dans l'hémicycle. On a parlé de l'absence de majorité. Est-ce que je peux vous parler de l'impact de cette présence de l'extrême droite dans l'hémicycle? Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, je pense que mon cas ne fait pas figure d'originalité par rapport aux autres, on sent de la fierté, de l'émotion, de politique. Là, c'est aussi une différence avec un certain nombre de macronistes qui arrivent des militants qui font un trop fort, c'est trop beau, trop de conviction. On est des militants, on est là pour ça, pour ce combat politique, donc on arrive avec cette fierté-là. Après une grosse année de campagne entre la présidentielle initiative, portée par l'idée qu'enfin, avec un groupe écologiste de cette dimension-là, on va pouvoir, surtout dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, marquer un certain nombre de victoires politiques pour l'écologie politique. On arrive avec cette fierté-là, une forme d'enthousiasme sur un petit nuage. Et puis arrive la première séance, et là on le voit visuellement, 89 députés d'extrême droite qui se lèvent pour applaudir Marine Le Pen. Et moi je le dis parce que ce jour-là, depuis ce moment-là, la façon dont je conçois mon mandat et mon exercice de parlementaire n'est plus même. J'ai la boule au ventre à chaque fois que je les vois. La boule au ventre. Pas parce que physiquement, ce qu'ils représentent, mais par le monde. Parce qu'ils ne sont pas là par accident. Ils ne sont pas là par hasard. Marine l'a rappelé tout à l'heure. Souvenons-nous de ce qu'a été la campagne des élections législatives. Souvenons-nous des tracts qui ont été faits par la Macronie
contre toutes celles et ceux qui étaient candidats à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le fait qu'un parti, le gouvernement, un parti qui exerce encore toutes les responsabilités du pays, a décidé de mettre un signe égal entre la gauche républicaine, quelles que soient ses nuances, et l'extrême droite. Adversaire historique de la République, parti fondé par l'ancien SS, ils ont décidé de mettre un signe égal et d'entretenir une espèce de grande confusion. Pourquoi? Pour gagner quelques sièges. Eh bien, comme d'habitude, quand on joue à la triangulation avec l'extrême droite, on se brûle. Et comme d'habitude, ça a simplement renforcé l'extrême droite. On a des territoires entiers qui sont aujourd'hui représentés par des parlementaires d'extrême droite. Et ça a continué à l'Assemblée nationale. Ils ne se sont pas arrêtés. Et c'est pour ça que moi je suis là aussi très inquiet. La question c'est qu'est-ce que ça change? C'était pas juste un petit calcul cynique électoral pour faire élire quelques députés RN, parce qu'on trouve que c'est plus confortable d'avoir une opposition RN et les second tour face à la tête, et les second tour face à la gauche et aux écologistes, ou d'avoir une opposition ou une majorité alternative de gauche et écologistes. C'est que c'est un choix politique qui a été fait de tout s'engager sur leur passage. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une irresponsabilité, une immaturité historique dans le macronisme qui les conduit aujourd'hui à tout abîmer sur leur passage et faire, Sandra disait, elle avait raison, le choix politique de légitimer et de renforcer l'extrême droite au Parlement. Ça a été le cas sur les vice-présidents, je ne reviens pas, moi je suis très fier, je remercie les co-présidents de groupe qui ont porté cette position auprès des autres groupes et c'était pas simple, qui ont assumé cette position-là. Je suis très fier qu'Alexandre Rousseau, nous ayons pris nos responsabilités, on se soit présenté et on ait dit à la majorité, en fait vous avez le choix. Là vous pouvez faire à l'Assemblée nationale le barrage que nous avons fait sans aucune ambiguïté. Sans aucune ambiguïté, je tiens à le dire ici, puisque Yannick est là, moi je suis très fier là aussi que face à l'extrême droite, notre candidat, dès 20h01, il est appelé à faire barrage, parce qu'on pense jamais. Si Emmanuel Macron a été élu en 2017 et réélu en 2022, si vous êtes là, c'est parce que des millions de gens dans ce pays ont préféré voter n'importe qui plutôt que l'extrême droite et ont permis à Emmanuel Macron d'être élu et réélu par défaut à 2 reprises en l'histoire de notre République, ce qui est une première. Donc maintenant, montrez à ces électeurs, montrez au pays qui s'est mobilisé que vous entendez ce message et que dans le barrage contre l'extrême droite, nous sommes tous ensemble. Ils ne l'ont pas fait. Ça m'amène à une réflexion, et je termine par ça, parce qu'il ne suffit pas de le dénoncer, et on va le dénoncer. Il ne suffit pas de vociférer, on va vociférer, on le fait plutôt bien. D'ailleurs, je trouve, et j'en prends ma part. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Eh oui. Je dis, je pèse mes mots. Sur nos épaules, à nous, la gauche et les écologistes, repose le poids entier d'une tigre à reconstruire. Puisque plus personne n'est là pour la reconstruire. Sandra a rappelé tout à l'heure ce qu'est la surenchère de contre les nos propositions d'extrême droite. Ils reprennent trop souvent les termes de l'extrême droite. Ils disent que c'est pour la combattre, en réalité, ça va en face. Cette responsabilité, elle a un nom, c'est l'unité. Et ce que nous avons construit avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je sais que ça fera débat dans ces journées d'été, je sais que ça fera débat dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent entre nous, je le dis, parce que la sincérité est la clé de l'amitié. Il n'y a pas une stratégie politique au Parlement ou vis-à-vis de nos partis, à l'extérieur, vis-à-vis des élections qui viennent. Il n'y a pas une stratégie politique qui peut faire l'économie de ce présupposé, Le Pen est aux portes du pouvoir. Il est minuit moins une. Jamais au second tour d'une élection présidentielle, il y a eu autant de voix qui sont portées sur l'extrême droite. C'est 13 millions. Jamais, donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu autant de parlementaires d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Si on n'intègre pas ça dans tous nos choix stratégiques, dans tous nos choix politiques, alors à l'effondrement climatique, à l'effondrement social, s'ajoutera un effondrement démocratique. Parce que moi, je vois qu'il n'y a aucun désaccord, tout important qu'il soit, majeur comme on a avec nos partenaires, qui justifie qu'on prenne ce risque-là. Parce qu'ils ont une stratégie à l'Assemblée nationale. Ils sont tout propres sur eux. Et effectivement, ils crient moins que nous. Ils s'énervent moins que nous. Même parfois, ils votent des textes du gouvernement où ils s'abstiennent pour les laisser passer, etc., etc. Moi, je ne suis pas à la République, forcément, je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans. Pourquoi ils font ça? Pour s'acheter une bonne image. Mais pourquoi ça fait des années qu'ils se battent? Pourquoi ils ont gardé ce parti fondé par d'anciens collabos? C'est pour un projet politique, et on sait bien que s'ils arrivent au pouvoir, le projet politique qu'ils mettent en place, c'est celui qu'ont mis en place des Trump, des Bolsonaro, que risque de mettre en place une Mélanie en Italie. C'est ça aujourd'hui le risque. Alors, je termine par ça, je termine avec ces mots d'Aragon qui, pour moi, doivent guider tout ce qu'on fait à l'Assemblée avec nos partenaires du PS. Quand les blés sont sous la grève, fou qui fait le délicat, fou qui sont la sectorielle au cœur du commun combat. Chérissons cette unité qui nous a permis d'être là, à la fin c'est eux ou nous, c'est le fascisme ou l'écologie à gauche.
Le groupe de Christine Arrigui a fait la transition avec le thème que vous abordez. Christine Arrigui, députée de Toulouse, députée écolo en Andorre. On a fait le choix d'avoir une baisse dans les 4 groupes. Tu sièges littéralement au milieu dans l'hémicycle de tous ces 4 groupes. Ces 4 groupes qui nous permettent d'avoir une force de frappe démultipliée. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, ce travail d'écologiste, évidemment, au sein d'une coalition. Bonjour à toutes et tous, et puis bonjour tous, Jean-Marie. Alors pour ceux qui croiraient que le groupe d'écologie n'est pas organisé, je vous explique comment ça s'est passé pour aujourd'hui. On vous a dit vous avez 4 minutes, vous passez par série, vous voyez avec qui vous allez passer, et c'est rien qui vous envoie un message, donc vous choisissez votre sujet ou sinon on vous dira de quoi vous allez parler. Donc on est super bien organisé, donc j'ai choisi mon sujet. J'ai choisi mon sujet et du coup certains qui se reconnaîtront ici m'ont dit voilà Christine, tu es joueuse. Tu vas voir entre les pro-NUPES et les anti-NUPES, ceux qui n'ont pas vraiment d'avis, ceux qui ne le pas bien, ceux qui, à la fin de ton intervention, ça va être la guerre. Les Orias, les Florias, donc ça ne va pas être rajouté, mais enfin bon. Mais en fait, ce n'est pas la question que je suis joueuse, c'est que je suis ambitieuse pour l'écologie et pour l'écologie politique. Alors moi, je fais partie de celles et ceux qui, en 2017, après la splendide défaite, ou la presque victoire, selon de quel côté on se place en termes de parti de Jean-Luc Mélenchon, j'ai énormément regretté qu'il ne se soit rien passé, et donc du coup, comme il ne s'est rien passé, eh bien, le résultat, ça a été une majorité absolue pour Macron, d'autres que moi en ont parlé. Ça a été strictement aucune avancée, que des reculades sociales, environnementales, et je ne fais pas la liste, démocratiques. Et c'était extrêmement important par rapport à ce qu'a dit Benjamin, parce que ça préparait ces 5 ans, ce qui se passe aujourd'hui, et également donc, la colère sociale et le clivage de société qui a donné le résultat pour le politique. Donc le leçon 2022, après la deuxième défaite, et donc surtout lorsqu'il a été annoncé que peut-être on pourrait se réunir, nous les forces de gauche écologistes, j'ai applaudi dès demain. J'ai applaudi dès demain parce que nous avions l'expérience des municipales. Et partout où nous avons gagné pour les municipales, quelles que soient les alliances qui ont été formées, quel que soit le fait qu'elles soient géométriques variables sur les endroits ou ailleurs, eh bien, c'était parce qu'il y a eu des alliances, n'est-ce pas? Il est parti, le maire de Grenoble est parti. Mais non, il va être que dalle. Voilà. Donc, cette expérience municipale, moi, m'avait convaincu qu'en effet, nous pourrions gagner que si nous faisions des alliances. Et donc, j'ai applaudi dès demain NUPES, et j'y vois maintenant 4 points positifs. Alors, d'abord, les députés écologistes à l'Assemblée, 23, ce n'est pas rien, c'est la première fois que nous avons un si grand groupe à l'Assemblée, et je le répète, c'est important des députés écologistes, pas que simplement Europe Écologie Les Verts, également Génération Toilette, également Génération Écologie, et également d'autres qui sont arrivés, nos démocrates, c'est là. Voilà, j'allais parler de toi. Et d'autres qui sont arrivés par des chemins plus détournés, mais qui nous ont rejoints et on s'en félicite. Ensuite, autre point positif par rapport à l'UPES, c'est qu'il y a eu un accord, certes électoral, mais également un accord programmatique. Et en réalité, ce qui est le plus important dans cet accord programmatique, ce n'est pas ce sur quoi nous sommes d'accord, parce que nous le savions à peu près, mais ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et de l'avoir dit, de l'avoir exprimé et de l'avoir écrit. Ce qui évite, du coup, à l'Assemblée, lorsque nous n'avons pas le même vote, et je cite l'exemple, la Suède et la Finlande qui demandent à rejoindre l'OTAN, nous n'avons pas voté du tout pareil au sein de la NUPES. Nous n'avons pas voté du tout pareil que la France Insoumise. Il n'y a pas eu de psychodrame. Il ne s'est rien passé, ni dans notre groupe, ni dans la remise en cause de notre accord, ni dans les médias, ni à quelque niveau que ce soit. Et donc l'accord vaut surtout, et je pense qu'aux européennes, vaut surtout ce sur quoi nous ne sommes pas mis d'accord. Et eux. Parce que ça prépare les échanges après. Et enfin, dernier élément point positif du NUPES, c'est une force qui dérange à l'Assemblée. J'ai noté que le LREM ne dit jamais, c'est le mot tabou pour eux, ne dit jamais NUPES.
Il renvoie toujours dos à dos la France Insoumise avec le Rassemblement National, jouant ainsi de la confusion que pourrait faire de l'extrême droite, telle que l'a décrite Benjamin Lucas. Et à ce titre-là, moi je n'ose encore pas toujours dire bonjour à quelqu'un qui me sourit à la buvette, parce que je me dis si l'extrême droite, tu vois pas un peu. Je ne connais pas, je ne sais pas encore tous. Donc, je dis bonjour. Voilà, si je ne connais pas, bref. Et donc, c'est une force qui dérange. Et également, c'est un moteur pour LREM, mais on voit bien que cela devient un motothème pour France Insoumise. Et alors, justement, on en arrive à la suite. Et donc, la suite, c'est pour l'avenir. Donc, pour l'avenir et pour les prochaines échéances. Alors, c'est plus facile là où nous avons des élus de défendre le Parlement de la NUPES, le Parlement de la 9e circonscription sur Toulouse. C'est plus facile quand on a des élus régionaux, des élus départementaux, des élus municipaux ou sénateurs ou Assemblée nationale, de faire vivre cette alliance sur le terrain, parce que la NUPES a permis de construire des ponts, des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis 20 ans. Enfin, moi, sur la circon où je suis, il y a des gens qui ne s'étaient plus parlé depuis 20 ans, des anciens frères ennemis d'un parti, issus d'un même parti, et qui se sont retrouvés. Moi, ça me paraît extrêmement important que de créer, de continuer à créer ces ponts. Ça sera plus facile là, et ça sera beaucoup moins facile, effectivement, dans les territoires où il n'y a pas d'élus, de quelque niveau que ce soit au niveau des collectivités ou de l'Assemblée ou du Parlement. Et à ce titre-là, c'est du coup extrêmement important que cette force NUPES de l'Assemblée nationale devienne la force des écologistes sur les territoires. Et c'est justement le grand enjeu de notre... Alors, je vais dire tous les mots, comme ça personne ne sera fâché. Reconstruction, refondation, qu'est-ce qu'on a dit? Innovation. Nationalisation. Régénération. Régénération. Non, renationalisation, c'est pour EDF. Non, ça c'était recapitalisation pour le nucléaire. On n'en parle pas, je l'ai dit, voilà. Et donc, c'est extrêmement important que notre force écologiste se construise, se renforce, s'élargisse, que nous ouvrions les fenêtres et les portes. Et nous l'avons dit plein de fois, mais il faut que nous le fassions. Il y a urgence, c'est un devoir, c'est une obligation. Et je compte sur plein de ceux qui sont dans cette salle pour agir en ce sens, pour qu'ils portent et qu'ils aident les militants du terrain avec un parti fort écologiste.